Celui qui ménage sa verge est son fils, et celui qui l'aime se hâte de le châtier. Vous croyez que c'est un hasard si le mardi 2 juillet 2019, la France adopte son projet de loi anti-fessée alors que 24 jours plus tard sort l'adaptation du comic The Boys sur Amazon Vidéo? Non! Ils savaient que ça allait être un carnage. Ils savaient qu'on allait voir aussi rouge que le cul des super après que Butcher et son équipe de petits gars en a terminé avec eux. Alors vive la fessée pour les grands enfants capricieux et tout plein de pouvoir. Ici votre commis des comics, et tout de suite c'est parti pour la review, analyse, explication et comparaison avec le comics de la série. Vous le savez, The Boys, c'est avant tout un comics qui a été co-créé en 2006 par Darick Robertson, à qui l'on doit entre autres les dessins de Transmétropolitane, mais aussi par Garth Ennis, qui a écrit Preacher. Et c'est marrant parce que la production de la série a connu des galères, tout comme la production du comics, dont les 6 premiers numéros sont parus sous le label Wildstorm, qui était créé par Jim Lee, qui a été racheté par DC. Et au bout de 6 numéros, DC s'est mis à lire les comics, à se dire « Wow, c'est un petit peu trop parodique et trop proche, trop satirique de nos super-héros à nous, donc il va falloir arrêter tout ça, net. » Ils ont lâché The Boys, et là il y a tout plein d'éditeurs qui se sont mis à tourner autour du titre, voyant arriver le potentiel carton. Et c'est Dynamite Entertainment qui a fait péter le deal, si je puis dire. Pareil pour l'adaptation à l'écran, on apprend dès 2008 qu'un film doit voir le jour par un des producteurs de Fast and Furious chez Columbia, puis ensuite on apprend en 2013 que les droits ont été déversés à Paramount. Et il faudra attendre 2015 pour que les producteurs Seth Rogen et Evan Goldberg, qui ont fait Preacher, choisissent Amazon Video ainsi que Eric Kripke pour mener à bien et sortir du port cette embarcation The Boys, avec en plus les 2 co-créateurs originaux impliqués dans le projet, ce qui généralement est un gage de confiance. Et il nous offre cette belle adaptation, pas exemple de défaut, on va y revenir, qui sait capturer l'esprit, l'essence du comics et en même temps l'adapter aux spectateurs de 2019. Attention, petit avertissement avant de commencer, évidemment il va y avoir du spoil, j'essaye de pas trop en faire, mais quand même, ça c'est sûr et certain qu'il y en aura. Quand je ne parle pas précisément du comics, c'est que je fais référence à la trame de la série, et dans la majeure partie des cas, en VF, j'utilise la terminologie traduite par Alex Nikolavitch, qui a traduit l'intégrale de la série pour Panini Comics, et que j'embrasse, un traducteur, un auteur de talent. Même si ça a été adouci sur les aspects les plus trash et les plus violents du comics, même si les personnages ont été retravaillés pour être un petit peu moins unidimensionnels et un peu moins caricaturaux, même si vous allez voir, selon moi, la série n'est pas exempte de failles et on y reviendra. The Boys, c'est clairement une histoire explosive, et le meilleur moyen pour que ça pète, c'est l'essence. Alors qu'est-ce que l'essence de The Boys? La critique du pouvoir, de la corruption et de l'emprise des grosses entreprises. Le sous-texte principal de The Boys, c'est clairement que le pouvoir corrompt. Alors évidemment, le pouvoir des soi-disant super-héros, mais surtout et avant tout celui de l'entreprise qui a pu les créer en bafouant toute règle de morale, toute règle d'éthique, et en shootant avec une drogue, une super drogue, le composé V, un DBB, tout autour des States. Tout ça se déroule dans le plus grand des secrets, pour pouvoir justement promouvoir la chose avec un zeste de religion, en disant les super-héros sont les élus de Dieu, ce Dieu qui n'est présent évidemment qu'en Amérique. Cet archétype d'entreprise s'appelle Vote American, et c'est très intéressant de voir comment les choses sont présentées sur 2 épisodes, comment ça évolue. On commence par la création d'un freak show, de monstres de foire avec des pouvoirs dont on contrôle rigoureusement l'image ainsi que le marketing tout autour. L'histoire officielle est écrite à travers des comics et puis surtout des films qui rapportent des milliards de dollars, mais entreprise néolibérale oblige, il leur en faut toujours plus, et c'est comme ça qu'ils ont l'idée de privatiser la défense nationale et donc de la confier aux super-héros et non plus à l'armée. Et là il faut féliciter le travail des acteurs, et notamment celui d'Elizabeth Shue, qui campe une Stillwell très convaincante, dont le sexe a été modifié par rapport à sa contrepartie du comics, et qui doit jongler entre les désirs de sa hiérarchie, puisqu'elle n'est pas non plus la PDG de Vote American, les désirs, les caprices même de tous les super-héros qu'elle gère, et aussi sa propre maternité. Elle est assistée par la très forte Colby Minify, qu'on a pu voir dans Jessica Jones, et qui joue tellement bien son rôle que je l'ai détesté. Elle fait une espèce de manager qui s'occupe comme une babysitter des super-héros, à grands coups d'éléments de langage, de sondages démographiques et de sourires bien forcés.
Tout ça c'est d'autant plus effrayant que ça nous rappelle que ce n'est même pas la direction finale, hein, puisqu'il existe un mystérieux étage, le 82e, où est le vrai PDG. Il s'appelle Edgar Stan, il est incarné par l'excellent Giancarlo Esposito, que vous avez pu voir dans Breaking Bad, Los Pollos Hermanos, aïe aïe. Le deuxième point important, c'est la déconstruction du mythe du super-héros. Il existe un consensus qui dit que le super-héros, c'est cet individu qui, sous couvert d'une identité plus ou moins secrète, met ses capacités exceptionnelles au service de sa communauté, au service de quelque chose, d'une mission pro-sociale. Eh bien, ce mythe est sous le feu d'Eric Kripke, hein, qui suit rigoureusement le sous-texte du comics, hein, puisque Garcenis pense clairement que si des super-héros existaient, ils prendraient le monde tout simplement pour une cour de récréation. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent le faire. Alors ici, mieux vaut ne pas parler de super-héros, on est clairement dans plutôt des célébrités dotées de super-pouvoirs, ou alors des grands enfants capricieux et dotés de super pouvoirs également. Ils sont tenus en laisse par une entreprise qui leur dicte leur conduite. Et pourquoi est-ce qu'ils acceptent ? Eh bien simplement par facilité et par cupidité, parce que l'argent qu'ils touchent pour faire ça, hein, les parts de marché qu'ils se disputent sur le merchandising, etc., ça rapporte gros. Puis c'est aussi beaucoup plus facile de se laisser driver par Vought, hein, qui en plus couvre leurs erreurs quand ils foirent, et ça arrive souvent, que d'être un vrai super-héros avec l'entraînement, hein, entraînement qu'ils n'ont simplement pas, puisqu'on voit que dès qu'il faut résoudre un problème un peu plus subtil qui ne nécessite pas de simplement cogner, hein, eh bien ils échouent lamentablement, hein. La scène de l'avion est excellente pour illustrer cela. Alors vous le savez, hein, toute intrigue repose sur ses antagonistes, encore plus une intrigue qui, même si elle inverse drôlement les choses, hein, est une intrigue de super-héros. Alors on va passer en revue cette soi-disant équipe de super-héros, les Seven, une parodie maléfique de la Justice League. On va voir un petit peu comment est-ce que la série répond aux comics. On commence avec A-Train, qui en plus d'être une parodie évidente de Flash, de Quicksilver et de tous les speedsters, eh bien est une satire d'un athlète de haut niveau qui est drogué, qui est manipulateur, menteur, hein, capable d'à peu près tout pour cacher son addiction à la dope. Et ça passe par espionner et tuer sa petite amie Popclaw, hein, avec une romance qui n'existe absolument que dans la série, puisque dans le comics ils ne partagent aucune planche en commun. Et comme je vous le disais, c'est loin d'être unidimensionnel, hein, puisqu'on appréciera sa relation avec son frère qui l'entraîne, l'aura de sa mère décédée. On sent bien, hein, le poids de la concurrence, hein, il va absolument rester l'homme le plus rapide du monde, mais aussi la peur du grand chef, hein, le Homelander, dont on va parler un petit peu plus tard, et tout ça, ça le fait complètement partir en couille. Vous avez également Queen Maeve, hein, qui a été aussi beaucoup retravaillée, hein, c'est un genre de Wonder Woman en gros, sauf qu'ici elle est moins cynique, moins froide que dans le comics, c'est la seule à avoir des remords par rapport à leurs agissements, et surtout aux agissements du protecteur. Dans les comics, alors qu'elle sait que Starlight vient de se faire sexuellement agresser, elle l'envoie littéralement chier, hein, il lui faudra 30 chapitres à peu près pour se ranger de son côté, alors que là, dès leur premier échange dans les toilettes, on sent qu'il y a quand même une forme de peur, mais de volonté d'entraide. Donc Dominique McElligott et sa perruque font selon moi, hein, une Wonder Woman très convaincante, hein, et surtout dans les moments où elle craque, hein, où elle va voir son ex-copine notamment. On en vient à The Deep, hein, et justement dans un show où tout n'est pas simplement noir et blanc, eh bien on en vient presque à ressentir de l'empathie pour un violeur. En tout cas, on comprend au moins sa frustration de ne pas être pris au sérieux, hein, chose qui est plutôt propre au protecteur de la patrie dans le comics. Ça joue évidemment sur le cliché d'Aquaman, hein, de l'homme-poisson, de Namor avec ses petites ailes aux pattes. Lui, il compense en montant, hein, notamment sur son grade dans les Seven, il dit que c'est le deuxième alors que pas du tout. Il va à l'encontre de ses engagements publicitaires quand il veut notamment sauver des dauphins, des parcs aquatiques qui pourtant le sponsorisent, et quand Stillwell lui fait comprendre qu'il devrait rester à sa place d'homme qui parle aux poissons en gros, eh bien il prend les choses à nageoir le corps et il agit lui-même tout seul, évidemment ça foire. Et ensuite il se retrouve écarté par Vought, hein, qui essaye de gérer la crise du viol de Starlight qui a éclaté au grand jour. Et on a affaire à un personnage aigre doux, hein, très bien campé par Chase Crawford. Black Noir, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, hein, si ce n'est que c'est un réservoir à interrogation. On sait pas si ça va finir comme dans le comics, il nous réserve des surprises, hein, et bon ben on verra bien. Alors Translucent, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui a été entièrement créé pour le show par Eric Kripke sur des designs d'Aric Robertson. Il remplace Jack from Jupiter, qui est une parodie de Martian Manhunter avec un peu de Captain Marvel saupoudré avec du Shazam, hein, très certainement pour garder l'intrigue assez terre à terre, hein, puisque ça se passe pas dans l'espace. C'est un mix entre Luke Cage et Susan Storm, puisqu'il peut rendre sa peau invisible et qu'il se régale donc à rester tout nu et tout invisible dans les toilettes de Vought American. On s'attache assez vite à ce personnage qui semble pas être non plus trop dangereux sur l'échelle du vice. C'est très intéressant de la part de Kripke de lui avoir fait dire que son pouvoir ce n'est pas simplement d'être invisible mais aussi de pouvoir lire les gens en les observant, hein, quand il se croit seul justement. Ça
en fait peut-être le super le plus doué et le plus entraîné de tous les Seven, avec A-Train pour l'entraînement. Après tout, c'est lui qui déjoue le complot de Butcher et de Huey. Et l'acteur Alex Hassel remplit parfaitement le rôle et c'est presque dommage qu'on puisse pas en avoir plus dans les prochaines saisons. Starlight, aka Annie January, c'est la dernière recrue des Seven, on va en parler plus en détail un peu plus tard, mais c'est clairement une claque que nous donne Erin Moriarty qui arrive à dépoussiérer le personnage du comics. Là où elle est plus frileuse à agir, à se rebeller, il faudra quand même attendre la version 3.0 du costume pour refuser, eh bien dans la série elle est beaucoup plus cash. Et enfin le protecteur, avec Anthony Starr qui parvient à donner vie à mon Superman préféré, celui qui est absolument craint de tous. Et les changements par rapport à sa version papier sont très ingénieux, je trouve. On ressent encore toutes ces espèces de pulsions infantiles et ces envies de caprice sur son visage. C'est très bien joué d'ailleurs, mais la version de la série est beaucoup moins turbulente que celle du comics. Il est beaucoup plus rusé, beaucoup plus ingénieux, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. Sa relation mi-amour, mi-inceste avec Stillwell est aussi une addition, puisque dans le comics il ne supporte absolument pas les bureaucrates qui l'accusent de brider son pouvoir. Une chose intéressante aussi, c'est que son plan de créer des super vilains en allant distribuer du composé V aux terroristes au Moyen-Orient, eh bien c'est intéressant parce que ça vient tisser sur un vieux cliché qui colle à la peau et au collant des super-héros. Est-ce qu'il y aurait des super vilains sans super-héros? Est-ce que les super-héros et Batman notamment ne fabriquent pas leurs super vilains? Et on reviendra un petit peu plus tard de toute façon sur le Homelander. Troisième point, et c'est pour ça qu'on change de décor, parce qu'on va parler d'optimisme et d'idéalisme dans un monde où il ne semble y avoir de la place pour aucun des deux et où la seule solution semble être de se tirer une balle. Mais non, puisqu'une fois les bases de ce monde posées, eh bien comment s'en sortir? Quelle est la touche de lumière dans ce monde noir? Eh bien c'est assez littéralement Annie January, Starlight, ainsi que sa relation avec Huey qui est complètement essentielle aussi bien dans la série que dans le comics. Starlight est la preuve que tous les héros ne sont pas les mêmes et que tous les religieux ne sont pas des siphonnés du bulbe, puisque la série fait place à une grosse critique sur l'endoctrinement des cathos traditionnels. Et Huey est la preuve que tous les humains ne réagissent pas au traumatisme de la même façon, en gros ne réagissent pas tous comme Butcher. Pardon my French. Fuck those fuckers. Comment est-ce qu'ils font pour nous véhiculer leur message? Énormément de scènes sont en constante opposition et on peut déjà parler rien que des deux premières qui illustrent vraiment l'opposition entre les dieux et les mortels, ne serait-ce qu'au niveau de leur job, puisqu'on a d'un côté les super-héros qui sauvent les gens, qui sont adulés, donc on a cette scène de sauvetage des gamins avec des selfies, et puis on switch brutalement à Huey, qui lui travaille dans son magasin d'électronique, son job un petit peu pourri, où il est en plus à la botte d'un patron qui n'a pas l'air très réceptif, très à l'écoute et très bienveillant. Jusqu'ici on pourrait croire que nous sommes dans un univers super-héroïque normal, et puis vient le moment d'embarquer Huey dans l'histoire, de nous révéler les choses dans une des scènes les plus importantes de la série, celle de la mort de Robin. Calme-toi Batman. Elle est assassinée par A-Train qui lui court dessus parce qu'il est complètement défoncé au composé V qu'il n'est pas censé prendre après avoir été injecté nourrisson. Donc le décor est posé, on découvre que l'affaire est étouffée, qu'il y a une entreprise derrière les super-héros qui essaye de gérer ce problème en proposant un pot de vin à Huey, et ça permet justement de découvrir deux familles encore en opposition. Huey et Huey Senior, son père, qui est un peu maladroit, qui gère très très mal le deuil de son fils et qui lui explique très clairement qu'il n'a pas la combativité en lui et qu'il devrait mieux accepter le chèque de 45 000 boules qu'on lui fait parce que c'est une grosse somme. Ça vient un petit peu faire trembler Huey sur ses jambes parce que lui il était au contraire déterminé à combattre pour faire la justice et pour faire éclater la vérité en sujet de Robin. Et on enchaîne sur Starlight, Annie January qui s'entraîne chez elle et qui est tout à fait soutenue elle par sa mère, qui tremble avec elle de savoir si elle a été acceptée chez les fameux Seven pour lesquels elle a auditionné. C'est là qu'on a pu voir un petit peu de son idéalisme, et quand elle est recrutée, eh bien les deux s'en vont, et donc on a affaire à son arrivée à New York en plein meeting des actionnaires. Et toujours en logique d'écho, après le moment qui a brisé Huey, il fallait bien le moment qui brise Annie, puisque juste après le meeting, alors qu'ils sont tous les deux, elle est forcée à performer un acte de sexe oral par The Deep. En gros, il la force à Pépon. D'abord en lui disant qu'elle peut se faire révoquer des Seven si elle lui dit non, et puis ensuite en menaçant carrément de mentir et de dire qu'elle l'a agressée pour qu'elle soit définitivement révoquée. Alors je vais pas vous faire chaque scène comme ça, mais regardez, vous retrouverez ce genre de logique assez souvent puisque la série est bien construite, et on peut, par des thématiques, rapprocher évidemment Butcher de Vote American, parce que son attitude avec Huey est proche de celle de l'attitude de Vote avec les Seven, les Seven qui ne sont pas libres ni
trop de leurs mouvements, ni trop de leurs éléments de langage. Bien là, c'est Huey qui est complètement manipulé par Butcher et qui ne peut par exemple pas rentrer chez lui tout seul, on lui colle le Frenchie sous peine de se faire casser les genoux quand même. Une thématique très importante de cette série qui s'efforce de se recentrer sur les émotions humaines, c'est les relations amoureuses et on nous en présente différentes. T'as tout d'abord la relation avortée entre Queen Maeve et le Homelander, la relation entre Pop Claw et A-Train qui finit trop vite, le fantôme de la relation entre Butcher et sa femme Becca qui le hante tous les matins, et puis la relation essentielle, comme je vous le disais, entre Huey et Annie qui avance plus vite que dans le comics au niveau du démasquage, mais moins vite au niveau du sexe par exemple. Aussi dans la série, Huey manipule beaucoup plus Annie que dans le comics où la relation est un peu plus pure. Il y a d'autres personnages qui ont été ajoutés à la série par fantaisie ou par commodité. Je vous ai parlé d'Edgar Stan, le PDG, mais je peux parler aussi d'Ezekiel, cette espèce de Reed Richards qui est catho ultra tradi et en même temps homosexuel un petit peu hardcore. Et dans des séries qui sont relativement courtes, puisque 8 épisodes de 1 heure, c'est pas énorme quand tu veux essayer de développer des trucs, on comprend l'intérêt d'avoir des psychiques comme Mesmer, en la personne de Joel Haley Osment, donc le gamin du sixième sens qui facilite la narration puisqu'il voit des choses, ce qu'il veut en plus quand il te touche. Bon, et la série par rapport aux comics alors. Déjà on voit comment l'aspect métafictionnel et critique de l'industrie a été actualisé pour faire celle plutôt des films tirés de comics que du comics, et moi je regrette de ne pas avoir vu La Légende et son magasin de comics dans la série, mais c'est normal en même temps. Et mine de rien, les films de super-héros étant dérivés des comics, la critique est tout de même présente. Au niveau de la violence, le comics reste clairement plus violent que la série, mais on pourrait s'interroger sur le besoin de la série d'être aussi violent que le comics pour faire passer son message. C'est quand même deux médiums assez différents, les dessins d'un côté et les films de l'autre. La violence graphique n'a pas le même impact. Je suis pas mathématicien, mais je dirais que la violence a été divisée par 3 par rapport à l'agression sexuelle de Starlight, qui normalement n'est pas agressé par The Deep mais par The Homelander qui est rejoint par Black Noir et par A-Train juste après. Et ce qui motive l'agression, ce n'est rien de plus que c'est cité l'envie d'une pipe. Et Ennis veut bien accentuer notre haine pour les super-héros en les rendant le plus maléfiques possible quand vers le chapitre 20, A-Train révèle à Starlight qu'elle n'a été choisie que sur la base de photos, lorsqu'il se demandait à laquelle ça irait le mieux d'avoir des litres de foutre sur le visage. Dans la série, ils ont voulu être un petit peu plus nuancés, un petit peu plus en proie avec la période. Depuis, il y a quand même eu MeToo et un mouvement de libération de la parole, mais ils sont tout aussi violent, elle n'est agressée que par une personne qui pense que c'est ok de l'agresser simplement parce qu'elle avait un poster de lui quand elle était plus jeune dans sa chambre. Putain, moi j'avais un poster de Viggo Mortensen en Aragorn dans ma chambre, je peux t'assurer que j'étais pas prêt à avaler son enduril pour autant. On le voit aussi très bien avec la mort de Robin dans les comics, puisqu'A-Train s'en bat les couilles à la vitesse de l'éclair de ses actes, et il demande littéralement à Huey de dégager de là alors qu'il tient les deux avant-bras ballants de sa meuf dans le vide. Dans la série, c'est tout aussi violent, mais il est au moins horrifié par l'acte qu'il vient de commettre, même s'il trace, bon après le soir il en rigole, mais venons-en aux petits gars, où dans le comics ils sont une équipe et elle est clairement soudée, pas tous les protagonistes se haïssent entre eux et n'ont pas tous un contentieux avec Butcher comme ça semble être le cas dans la série. Frenchie parce qu'il y doit de l'argent et Mother Milk parce qu'il perturbe quelque peu sa famille, son couple. Ça permet de mettre quand même en avant l'aspect plutôt perturbateur d'un Butcher qui débarque dans ta vie, alors que dans le comics il est tout autant perturbateur, mais ça reste un leader assez incontesté. Une modification flagrante, c'est clairement le niveau de connaissance et d'expertise des petits gars qui a été drastiquement abaissé, très probablement pour accentuer l'aspect de guerre entre David et Goliath, entre les super-héros et les hommes du peuple. Ça sert aussi à établir les petits gars en tant qu'enquêteurs, et donc ça leur permet de découvrir en menant l'enquête, puisqu'ils ne savent absolument rien du composé V, qui dans le comics est pourtant un fait établi. Tous les petits gars y ont été exposés de près ou de loin, et d'ailleurs Butcher shoot même Huey avec une dose à 19 milliards de dollars sans lui demander, sympathique. Il ne bénéficie pas immédiatement de l'aide du FBI alors que dans les comics il les domine assez littéralement, aussi bien Monkey que Rainer. Du coup dans la série il est obligé de truander avec des faux badges du FBI. Et les plans foirent assez souvent à cause d'un manque d'écoute, un manque de cohésion, alors que dans le comics ils sont assez soudés, assez experts et assez entraînés, assez préparés pour que leur taux de réussite soit beaucoup plus élevé dans les missions qu'ils entreprennent. Une chose qui est très très bien rendue aussi bien dans la série que dans les comics, c'est la gestion de la trame du lieutenant-colonel Mallory. C'est un mystère qui flotte à travers toute la série, alors on comprend que Mallory a payé le prix de s'attaquer au super lorsque le Lamplighter brûle ses deux petits enfants. Là toute la trame est résumée, on évoque donc la mise à l'écart
de Mallory qui ne souhaite pas reprendre. On évoque la mort du Lamplighter qui a été probablement tué en représailles. Ça c'est pendant le comité des actionnaires. On évoque la mission de surveillance foirée par Frenchie qui a donné lieu au drame de Mallory et aussi au contentieux qui l'oppose à Mother Milk, qui ne lui fait pas confiance. Tout ça jusqu'à la découverte du personnage qui est une femme dans la série lorsque Butcher va lui demander de l'aide pour ses petits gars. Et justement, les petits gars, passons-les en revue parce qu'ils sont assez exceptionnels. Avec Mother's Milk, Laz Alonso incarne le personnage le plus terre-à-terre, le plus pragmatique des petits gars, celui qui est capable de discipline, celui qui suit les ordres, ce qui rappelle évidemment son passé militaire évoqué dans les comics. Et si l'acteur ressemble énormément au personnage de Darick Robertson, eh bien les différences sont quand même un petit peu multiples. Et la plus grande évidemment, c'est qu'il a une famille, sa femme, sa fille Janine qui est enfant, dans le comics c'est une adolescente d'un âge avancé qui a été enlevée petite par sa mère junkie qui est partie vivre avec le caïd du coin et qui a été retrouvée grâce à l'aide indispensable de Butcher, et d'où l'allégeance de Mother's Milk à Butcher. Et sinon évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous le regrettent, mais on a oublié le fait que la mère de Mother's Milk travaillait dans une ancienne usine de composés V, qu'elle a été irradiée avec les vapeurs qui restaient, et qu'elle a donc donné naissance à 2 fils, un dont le pouvoir s'est manifesté par des malformations, puisque ça arrive aussi, l'autre qui est super fort mais malheureusement qui doit ne jamais cesser d'être allaité sous peine de dépérir jusqu'à la mort. Et quand je dis jamais, c'est jamais. Et il vient contraster à merveille avec Frenchie. Frenchie, c'est un personnage ultra intéressant, c'est l'herbe folle du comics et de la série, qui n'en fait qu'à sa tête, ou plutôt qu'à son cœur. Alors dans la série, il est rajeuni, il est plutôt sexualisé puisqu'il a une copine, et puis ensuite l'intérêt qu'il a pour la femme, il est plutôt amoureux. Il trafique des armes, il en fabrique aussi, il est un petit peu l'expert du groupe, qui fait également foirer certains des plans en ne suivant pas forcément les ordres. Il possède vraiment la même détermination, le même français pourri et le même souci de l'autre que dans le comics, où il veut absolument sauver la fille et ne pas en faire simplement une espèce d'autre bulldog. Dans la série ça se passe absolument pareil, sauf qu'on peut rajouter peut-être un petit intérêt romantique. Alors les origines de Frenchie, ça aurait été bien de les voir, mais aussi complètement ridicules puisqu'elles sont carrément douteuses, puis ça se passe dans le village près des Alpes, je crois, de Franglais, où son père est mort dans un duel de baguettes, comme des joutes mais avec une baguette. Il est mort parce que son adversaire a triché, il lui a mis un croissant rance dans les roues, le rayon de son vélo. La fille, c'est celle dont les origines se rapprochent le plus du comics, même s'il y a des différences. Elle y est japonaise, sa mère est secrétaire dans un laboratoire qui essaye de recréer le composé V. Elle est très négligente, sa mère, et donc elle la laisse vadrouiller. Elle se retrouve dans une poubelle de déchets toxiques, elle y est irradiée et immédiatement elle devient ultra létale. Bon, allez, occupez-vous de vos gosses. Elle sera ensuite gardée prisonnière, étudiée comme une cobaye avant de s'enfuir et d'être récupérée par les petits gars pour être une espèce d'arme de destruction massive. Et finalement, le vrai changement profond dans la série, c'est qu'elle n'a pas encore besoin d'infliger la souffrance comme dans le comics, où elle se met au service de la mafia pour pouvoir assouvir ses pulsions. Dans la série, on est plus sur un animal blessé que justement Frenchie va essayer d'apprivoiser. Yui, on en a déjà parlé, je vais pas m'étendre, mais Jack Quaid campe à merveille ce personnage qui va aller de désillusion en désillusion, qui découvre donc l'envers des super-héros qu'il admirait. Il perd ses origines écossaises, mais je suppose que entre l'accent anglais de Butcher, l'accent français à peu près du Frenchie, eh bien ils se sont dit que rajouter un accent écossais, ça serait très compliqué pour les oreilles des spectateurs. Et Butcher, putain, Karl Urban, Dredd et Homer, Scourge, Bones. Il a que des noms de merde, mais qu'est-ce qu'il est bon, putain, puisqu'on est dans les boys bands, si ça avait été les To Be Free, ça aurait été Philippe, tellement il vole la vedette à tous les autres. Déterminé, manipulateur, menteur, violent, égoïste, mais on peut pas s'empêcher de l'aimer, ne serait-ce quand on découvre sa morning routine, et on est pris d'empathie avec lui, puisqu'on découvre ce qui le motive vraiment, la perte de sa femme, Becca, 8 ans plus tôt, on comprend que sa disparition, probablement sa mort, est liée au Homelander qui l'aurait violé. C'est là qu'arrive une des failles qui peut faire partir la série dans tous les sens. Ok, moi je trouve ça passionnant, la construction du twist, aussi bien dans la série que dans le comics, où justement il joue avec nous de manière assez différente, puisque dans le comics on tient pour acquis que la femme de Butcher est morte, éventrée par son propre fœtus qui pouvait tirer des lasers rouges par ses yeux, donc tout est fait pour que l'on pense que c'est le Homelander qui a violé et qui a provoqué la mort de la femme de Butcher et qui l'a obligé à tabasser un fœtus de Superman à côté du cadavre étripé de sa femme. Dans la série, la femme de Butcher a seulement disparu depuis 8 ans, donc on comprend qu'elle s'est plutôt
plutôt caché pour mourir, hein, et que le protecteur de la patrie est impliqué dans sa disparition grâce à des vidéos, on le sait. Dans le comics, on ne peut que partager la rage de Butcher à s'identifier à sa vendetta, comprendre son entreprise d'anéantissement de tous les super-héros, quitte à être un petit peu suicidaire. Or, quelle n'est pas notre surprise quand aussi bien le protecteur de la patrie que Butcher apprennent qu'en réalité, spoiler alert, hein, sa femme est bien vivante et qu'elle élève le fils qu'elle a eu, on ne sait pas exactement comment, enfin dans quelles conditions de consentement avec le protecteur 8 ans plus tôt. Et parce que comment, hein, Et ça c'est la vraie ligne de démarcation entre le comics et la série, hein, et c'est super audacieux de la part d'Eric Kripke, puisque nous on s'attendait évidemment à autre chose, et il met une grosse claque dans la gueule à la motivation aussi bien de Butcher que du Homelander, qui se découvre papa, et Butcher qui se découvre pas veuf. Enfin, c'est là évidemment que vient l'heure des théories, hein, peu importe ce que fera Butcher, celui qui mène la danse, c'est le protecteur et sa puissance, hein, donc tout repose sur lui. Est-ce qu'il va éradiquer la femme de Butcher ainsi que son propre fils devant lui, hein, créant une toute nouvelle situation inédite, ou est-ce qu'il va tout simplement se contenter de tuer son ex-conquête tout en laissant le fils en vie, hein, donc en laissant un ennemi qui peut l'anéantir potentiellement et rejoindre les petits gars. Enfin, c'est de la théorie, c'est complètement ridicule. Ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent introduire une version, donc gender swap, donc une version féminine du Stormfront, donc le super-héros nazi qui serait incarné par Aya Cash, et donc potentiellement, puisque les Seven ne sont plus que 3, hein, si on est sincère à la fin de la saison 1 de The Boys, et bien repeupler l'équipe avec d'autres super-héros, faire venir carrément, hein, puisqu'ils font venir Stormfront, les Payback, donc la deuxième équipe de super-héros la plus populaire. Et j'adorerais voir Tech Knight, hein, Ladio aussi, Soldier Boy, Swato ou encore hein, The Crimson Countess, mais bon, peut-être que là le niveau de pouvoir sera un petit peu différent. Kripke a même parlé d'adapter l'arc Herogasm, hein, où tous les héros sont soi-disant en train de sauver le monde dans l'espace, mais en fait ils s'envoient des putes surcoquées au composé V pour pouvoir encaisser les super-héros sur une île tenue secrète. Mais je me méfie des effets d'annonce, hein, quand on sait que Amazon n'a refusé qu'une seule scène dans The Boys, et une scène où le Homelander se masturbait hein, du haut du Chrysler Building, et il jouissait sur toute la foule en disant je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. 3 bémols pour moi dans cette saison 1 de The Boys. Le premier, c'est clairement le plus important, c'est quand même d'une ironie folle qu'une série qui soit centrée hein, sur la critique et la remise en question du pouvoir des grosses entreprises, sur leur ingérence dans la sphère politique, soit sur Amazon. Amazon qui, on le découvre, est en train de se battre hein, pour un contrat à plus de 10 milliards de dollars avec Microsoft pour la création d'un War Cloud, un nuage de guerre, et donc pour de l'intelligence artificielle qui servirait à établir des tactiques de combat. Loin de moi l'idée de faire des leçons de morale, hein, puisque j'ai payé le mois d'Amazon Prime hein, pour pouvoir regarder la série quand elle sortirait, mais j'ai toujours dit que le grand capital pour moi hein, c'est comme une espèce de tube digestif en acier inoxydable qui serait capable de digérer n'importe quelle critique à son égard hein, et capable d'envoyer un livre qui le critique très ouvertement en top 1 des ventes sur Amazon, hein, dont on sait que les employés protestent très régulièrement pour des meilleures conditions de travail. Et après on croit que c'est Thanos qui est inéluctable, hein, mes couilles. Hein. Le deuxième point, c'est un demi-bémol parce que je pense que c'est voulu, c'est sur la nuanciation, l'humanisation des super-héros horribles, hein, puisque je pense que moi, en ayant lu le comics, et vous aussi pour un grand nombre d'entre vous, vous saviez que les super-héros méritaient en tout point la violence que leur infligeaient Butcher et ses petits gars, mais je me suis demandé, et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, si quelqu'un qui n'avait pas lu le comics, eh bien, ne se demandait pas si les Seven et les petits gars n'étaient pas finalement du même côté de la morale. Le troisième point, il est tout petit, c'est que je trouve un petit peu naïf hein, le rejet de Starlight de l'enseignement catholique traditionnel dans lequel elle a pourtant baigné pendant plus de 20 ans. Dans le comics, j'adore hein, sa crise et même sa perte de foi, mais là, je trouve que son revirement arrive un petit peu comme un cheveu blanc dans la soupe. Alors la meuf, elle serait surprise de trouver Christine Boutin à la manif pour tous. On termine avec les easter eggs, et je suis sûr qu'il y en a que vous n'aurez pas repéré. Le premier, c'est évidemment Simon Pegg qui joue le papa de Huey. C'est tout un symbole puisqu'en fait à la base Darick Robertson a basé les designs de petit Huey hein, sur Simon Pegg, et si jamais il y avait une adaptation, il était question évidemment que ce soit lui qui ait le rôle. Bon ben là, vu que son père s'appelle pareil que le père s'appelle pareil que le fils, et bien c'est un petit peu comme si il avait eu le rôle aussi. Lors d'une soirée mondaine, on peut voir deux sénateurs, l'un nommé McRae et l'autre nommé Robertson. Et bien ce sont
évidemment des clins d'œil à Darick Robertson et à John McCrea, deux dessinateurs qui ont œuvré sur The Boys, et je regrette évidemment de ne pas avoir eu Brown pour Russ Brown. De même, on découvre Seth et Evan du marketing, c'est évidemment en référence à Seth Rogen et Evan Goldberg, donc les producteurs de la série et de Preacher. Sur la taille de Huey, dans le comics, il est plutôt petit, c'est pour ça qu'on l'appelle Wee Huey, ça veut dire petit Huey, et là, quand le Frenchie l'appelle comme ça dans la série, il dit arrêtez de m'appeler comme ça, je mesure 1m83. Le cuni sanglant, puisque l'un des moments les plus mémorables du comic, c'est quand Huey et Annie couchent ensemble pour la première fois, qu'ils se lancent dans un cunilingus et que manque de bol, ces règles se déclenchent pile à ce moment-là, et paf, ça fait le maquillage du Joker. On trouve aussi un cuni sanglant dans la série, quand Pop clôt Amadou, son propriétaire, et lui paye le loyer en s'asseyant sur son visage. Manque de bol, un peu comme un ado sa première fois, mais différemment quand même. La pression est trop forte et paf, ça éclate. L'allaitement, alors je sais que vous êtes nombreux à être déçus de ne pas voir Mother Milk aller s'approvisionner directement à la source, mais on a quand même des moments allaitement, puisque Stillwell est maman et qu'elle utilise des tire-laits pour allaiter, donner du lait maternel à son fils, et puis même elle s'en sert pour calmer le Homelander quand il fait un petit caprice. On peut voir des originaux de Darick Robertson créés spécialement pour la série, notamment au tout début de celle-ci et puis pendant la convention Believe. Huey's Origins, dans un schéma qui est identique à celui du comics, on voit comment Huey pense avoir d'abord tué une première fois Translucent dans la boutique d'électronique, puis finalement non, et puis finalement il le tue une deuxième fois, et ça c'est confirmé dans la planque de Frenchie, exactement comme avec Blarney Cock dans les comics, où il ressuscite une première fois. C'est là qu'on découvre d'ailleurs le processus de résurrection quelque peu foireux de Vought American, qui n'est pas présent dans la série malheureusement. Tiens, A-Train, lorsqu'il percute Robin, il s'arrête et il ne cesse de répéter au métier Can't stop, can't stop, can't stop. Eh bien c'est en fait son gimmick dans le comics, c'est Can't stop the A-Train, un petit peu comme si Batman roulait sur une vieille, qu'il ouvrait la fenêtre de la Batmobile et qu'il criait na 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 Batman. Le passé d'alcoolique de Maeve refait surface quand elle va voir son ex-copine et qu'elle lui demande pourquoi elle ne vient plus au meeting, sous-entendu sûrement des alcooliques anonymes, et ça fait directement écho au comics où elle s'enchaîne martini sur martini pendant les 3/4 du temps. Bonne alcoolique dépressive, on peut le dire. Et Terror, ça c'est mon plus gros manque de la série, je comprends pourquoi ils ne l'ont pas inclus, mais on peut voir le chien de Butcher qui obéit à un seul ordre, un Nick, dans un flashback où Butcher se revoit heureux avec sa femme et son chien au pied du lit. Voilà, c'est la fin de cette review. Vous aurez compris que dans son ensemble, j'ai kiffé la série, j'ai kiffé la proposition d'adaptation audacieuse de Kripke. Je vous conseille d'aller lire la source, donc The Boys en comics, c'est en VO chez Dynamite, c'est en VF chez Panini Comics. Vous pouvez aussi les trouver gratuitement et légalement, mais avec des pubs entrecoupées sur l'application Graphite, mais c'est en anglais, il faut plutôt un bon niveau et vous perdez la superbe adaptation d'Alex Nikolavitch. J'espère que cette première review ciné-série vous aura plu, il y en aura d'autres, je compte l'accentuer, c'était quelque chose que vous m'avez demandé et là j'avais vraiment envie de le faire. Mais ça change pas, je veux avoir vos avis sur la série dans les commentaires, vous pouvez spoiler à fond. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, je remercie d'emblée à ceux qui vont mettre des pouces bleus, ceux qui vont partager, tweeter, retweeter, facebooker, etc. Je vous donne rendez-vous dès mercredi pour le prochain JT Comics, et sinon à très vite pour la prochaine review ciné-série.